La semaine prochaine, mercredi, on signe le compromis d'achat et vendredi, la promesse de vente. Donc là, tu es en train de me dire que tu signes 3 jours après ta promesse d'achat, Oui. ta promesse de vente. C'est Donc ça. ça sera, c'est sûr et certain, un flip parfait. Deuxième défi qui était installer un nouveau compteur. Donc j'appelle Suez vient, Suez me dit non, là c'est impossible, on ne peut rien faire. Ok, je prends des photos et tout ça, et je le poste sur le groupe du cercle. Et puis là j'ai plein de retours en me disant mais si on peut le faire, moi je l'ai déjà fait et tout. Je rappelle Suez, le gars revient et je lui montre et il me dit ah bah oui en fait, oui effectivement, comme ça c'est possible. Je me suis rendu compte que voilà, chacun a un profil différent, que tu peux venir avec de grosses capacités, moins de capacités, du financement, peu importe. Si jamais t'as la niaque, si jamais tu appliques ce que t'apprends, t'as raison quoi. Ouais, t'as senti ça direct Franchement, carrément. Salut Christophe, Salut bienvenue Ben. sur MDB Talk, le podcast des marchands. Christophe, t'es un jeune marchand de biens chez nous. Tu t'es lancé il y a quelques mois. Quand c'est que tu t'es lancé en tant que marchand de biens? J'ai démarré du coup en juin 2024. Donc ça démarré fait, en juin 8 mois. 2024, ça fait 8 mois alors on tourne exactement cette vidéo. C'est ça. Tu me disais juste en off avant, putain, le temps passe vite. Ouais, carrément. Carrément. Tu t'es lancé, ouais, donc tu es rentré en juin 24 avec nous, puis comme tu disais, il s'est passé pas mal de choses. Il s'est passé quoi en 8 mois dans le cercle, tu peux m'en parler un peu? Ouais, carrément. Eh ben, écoute, moi je suis rentré en juin 2024 avec l'intention d'aller vite. D'accord? Quand je vais t'expliquer mon parcours, je vais t'expliquer pourquoi je devais aller vite. Mais voilà, j'avais pas de temps à perdre, il fallait que j'aille vite. Et donc je suis rentré ça devait être mi-juin 24, accès aux formations. Avant ça, j'avais déjà contacté Awatif pour essayer d'accélérer encore plus vite, quoi. Donc j'avais anticipé un peu études de secteur avec elle et tout ça, de manière à aller vite. Fin juillet, j'avais terminé ma formation du premier trimestre. Donc j'avais été très rapide parce que du coup voilà. c'était un trimestre en un mois. C'est ça. Et puis août a été un mois particulier avec les vacances, etc. Et en fait septembre, je me suis mis sur le terrain. 10 septembre, j'ai trouvé une OP. Le 12, j'ai présenté en coaching avec le cercle pour me rassurer quand même parce qu'elle me paraissait bien, mais je voulais quand même avoir l'avis d'expert. Et puis voilà, le 13, offre acceptée. C'était très très vite. Donc voilà. Et puis je sais pas si tu veux que je te parle dès maintenant de cette opération ou on verra ça après. On la garde pour après. Tu devais me dire pourquoi tu étais pressé, toi. Ouais, ok. Alors donc en fait, je vais te raconter un peu mon parcours pour te dire pourquoi je suis pressé. Comme ça Ok. on comprendra tous. C'est ça, voilà. Donc donc j'ai 39 ans, je suis de formation ingénieur, d'accord, dans le technique, dans l'industrie. Sorti d'école d'ingé, j'ai travaillé pendant 12 ans dans une belle boîte qui s'appelle Procter & Gamble. Ok. Sur Amiens, donc à 1h30 de chez moi. Très très belle boîte dans laquelle en fait j'ai occupé des postes à la fois managérial, à la fois technique, tu vois. Donc j'ai été responsable maintenance. D'accord. J'ai été responsable logistique, donc j'ai géré une grosse équipe de 100 personnes. Et j'ai également été chef de projet. Donc tu vois, j'ai tiqué un peu les 3 objectifs que j'avais, qui étaient gérer un gros parc machine, gérer une grosse équipe et gérer un gros projet. Ok. Donc j'ai fait tout ça en 12 ans et en fait la particularité de cette boîte qui est hyper bien, c'est que en fait quand tu es cadre, chaque 2, 3, 4 ans, tu changes de poste. Et tu prends un poste qui est totalement différent de ce que tu avais avant, dans le but de sortir un peu de ta zone de confort. Alors forcément au début c'est un peu plus dur parce qu'il faut tout réapprendre. Carrément, ouais. Tu peux rentrer dans le technique et passer en RH et passer, enfin voilà, c'est vraiment, ça peut être différent. Ok. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que voilà, tu rentres dans un nouveau job, pendant 1, 2, 3 mois, c'est un peu compliqué. Puis après, tu es content parce que tu connais ce nouveau job. Et puis en fait, le fait d'avancer comme ça fait que tu as une vision de plus en plus étoffée de la supply chain entière. Et du coup, tu es de plus en plus compétent en fait. Donc bref, j'ai fait 4 postes. Et puis le dernier poste, qui était d'ailleurs celui que j'ai préféré, qui était chef de projet construction. Donc en gros, il y avait une problématique de stockage dans la société et je devais en fait créer un projet de construction entrepôt sur site. J'avais pas forcément de limite de budget. Par contre, ce que j'avais, c'était un retour sur investissement à avoir. Donc il fallait que le projet soit rentabilisé en 3 ou 4 ans. D'accord. Okay. Et puis, donc j'ai créé un projet en fait à l'entrepôt, un gros projet à 10 millions d'euros et tout ça, de la construction dans lequel j'ai géré du coup, j'ai dû bosser avec architectes, avec c'est ça, les t'as sous-traitants. délégué, c'est pas toi qui as fait tout ça, mais toi t'étais le pilote de tout ça. Chef de projet. Ouais. Voilà, ok. J'ai adoré ce projet,
Ok. Mais également, du coup, après 1 an dans ce rôle-là, je savais que 2 ans après, on allait me demander tu fais quoi après? Qu'est-ce que tu veux faire après? Et j'avais le sentiment d'avoir fait un peu le tour. Le tour en tout cas de moi ce qui m'intéressait dans l'industrie en général et dans le rôle d'ingénieur en général. Et donc c'est la première chose qui est arrivée. Et la seconde chose, c'est que 3 heures de transport par jour. Quand tu as 25 ans, que tu n'as pas d'enfants, c'est une chose. Quand tu es marié, que tu as des enfants, et ça, c'est autre chose. Et je commençais à me dire, bah voilà, si je dois me rapprocher, c'est maintenant, quoi. C'est pas quand ils auront 15 ans, quoi. Parce qu'après, voilà, ils ont leurs copains et tout ça, et voilà. Donc là, à l'époque, ils avaient 4, 5 et 7 ans. Quel âge ils ont tes enfants? Là, maintenant, ils ont 6 et 11. D'accord. Et donc voilà, second point, seconde graine, tu vois, dans ma tête, où je me suis dit, si jamais ça commence à coincer un peu, c'est maintenant, tu vois, voilà. Et le troisième point, c'était que j'ai toujours rêvé un peu d'entrepreneuriat, sans vraiment savoir sous quelle forme. Mais j'ai toujours rêvé de me lancer, en fait, de créer ma propre structure, de prendre mes décisions et tout ça, gérer un peu le marketing, gérer la façon, enfin mes ventes, et voilà. Sans vraiment savoir quel était le domaine, tu vois. Mais je me suis jamais projeté toute ma vie dans un job d'ingénieur. Okay. Et du coup, voilà, là ça faisait 10 ans que j'étais chez Procter quand j'ai commencé à penser à ça. Et je me suis dit, voilà, il n'y a pas d'urgence, mais je me donne environ 2 ans pour me reconvertir. Pour trouver ton projet entrepreneurial. Voilà, c'est ça. Et alors au début, là, c'était uniquement dans ma tête à moi. Hein, je veux dire, même mon épouse, elle n'était pas encore au courant et tout. C'était vraiment. Okay. Voilà, alors moi, je suis quelqu'un de très organisé, tu vois, donc je prévois tout à l'avance. T'as planifié en amont, voilà. Très bien. Et j'ai commencé à réfléchir. Alors, j'aime beaucoup l'IMO, ok. Je me suis intéressé un peu tardivement. Sur le coup de 35 ans peut-être, avec un projet locatif. Voilà, j'ai suivi une formation et puis je fais un projet locatif. Je me suis rendu compte que l'IMO, à la fois ça me plaisait, à la fois c'était, si on le faisait bien, c'était pas si compliqué finalement, et que voilà, il y a plein de croyances que les gens avaient, qu'on pouvait facilement abattre, quoi. Et donc j'aurais aimé passer en locatif directement, mais j'étais pragmatique, je savais très bien que pour commencer à avoir un cash flow en locatif qui soit équivalent à ce que je gagnais en tant que salarié, enfin j'étais environ 60 000 € par an, enfin voilà quoi, il fallait un patrimoine énorme et voilà, j'étais réaliste. On en a déjà parlé dans plein de vidéos, puis il y a une interview je pense qui sera sortie à ce moment-là, on a parlé avec Romain et on disait la même chose en fait. C'est qu'à un moment donné il faut se rendre à l'évidence, c'est compliqué. En fait on diffère la richesse avec le locatif quand même, on l'a créé mais un peu plus tardivement. Et donc tu t'es dit, bon, c'est peut-être pas ça qu'il faut. Non, du coup, je me suis dit, j'aurais adoré, mais non, trop tard. J'aurais dû peut-être prendre avant, je sais pas, peu importe. Donc j'ai dit, ok. Par contre, l'IMO, ça me plaît quand même. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis voilà, j'étais dans différents salons des métiers, des choses comme ça, parce que j'avais le temps, si tu veux, il n'y avait pas de pression, j'avais le temps. Et j'ai discuté une fois avec un CGP, donc conseiller en gestion de patrimoine. Et en discutant avec lui, j'ai aimé ce qu'il faisait en fait, parce que ça réunissait 2 choses que j'aimais. Alors il y avait une partie IMO. Alors certes, c'est pas l'IMO comme on l'entend de nous, c'est de l'IMO défiscalisant et tout ça, mais ça reste de l'IMO. Et puis l'autre partie qui me plaisait, c'est la partie un petit peu accompagnement, vulgarisation, etc. C'est une compétence que mes proches me disent que j'ai, que ce soit mes proches dans le perso ou dans le boulot. J'ai une capacité en fait à expliquer un peu simplement ce qui peut paraître compliqué. Et j'aime ça en plus. Donc un peu pédagogie, un peu voilà. Donc l'accompagnement, l'aide au client que fait le CGP quand il va lui expliquer à monsieur et madame tout le monde, des produits des fois très complexes, très compliqués en tout cas d'apparence, et que tu simplifies globalement et tu leur mâches le travail en fait. Hein. Oui, je leur explique vraiment l'essentiel pour vraiment dans leur tête ça. Voilà. Et du coup je me suis rendu compte que ce métier-là de CGP, il réunissait un peu ces 2 trucs-là, un peu d'IMO, un peu d'accompagnement. Bon certes il y a aussi du financier, mais il y avait ces 2 points-là. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Pour être CGP, et donc je voulais être un CGP qui soit crédible, et du coup il fallait que je me forme, d'accord. Donc je me suis renseigné et tout ça, c'était un master CGP qui était finançable en CPF, etc. Et voilà, et je me suis dit si je veux être un bon CGP, il faut que je me forme, il faut que je passe ce master, et dans tous les cas ça va apporter des compétences en fiscalité, en juridique, etc. qui me serviront, peu importe ce que je fasse, ça me servira dans mon entrepreneurial. Et donc voilà, j'ai bâti petit à petit mon projet comme ça. J'ai réussi à quitter Procter avec une rupture co. Okay. Donc ce qui m'a garanti 2 ans de chômage. D'accord. Les premiers 8 mois de liberté entre guillemets quand j'ai quitté le salariat, c'était mon master. Donc j'ai passé ce master-là. C'est un master qui est raccourci parce que tu avais déjà un certain niveau, etc. Tu as une partie de validation d'acquis, etc. Exactement. D'accord, ok. Donc j'ai réussi à le faire en 8 mois.
Et puis, en fait, pendant que je faisais ça, j'ai commencé en fait à prospecter, à monter ma boîte, à partager un peu ce que je faisais, etc. Voilà. Et j'ai réussi à faire un premier projet Pinel pendant cette phase de formation. Pour un client qui était un ex-collègue et ami. D'accord, ok. Donc voilà, il y avait une partie de confiance qui était déjà là. Bien sûr. Et puis, donc, je continuais mon master et puis je rencontrais différents prospects et tout ça. Et je me rendais compte que, en plus, on était en 2022. Donc voilà, le contexte en France, pas hyper simple. Contexte macroéconomique, pas hyper simple. Enfin, voilà. Et puis en plus, jeune CGP, si tu veux. Jeune CGP, donc voilà, t'as besoin de faire tes preuves, t'as besoin de générer de la confiance et tout ça. Et je me rendais compte aussi que tout le monde n'était pas intéressé par un projet de défisc, mais beaucoup étaient intéressés par un petit projet locatif, un petit studio et tout ça, mais les gens ne passaient pas à l'action parce que ils avaient des barrières en fait. Ils avaient peur de se faire avoir par l'agent IMO, par l'artisan, ils avaient peur de la fiscalité, enfin beaucoup de points comme ça qui les bloquaient. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, peut-être que ce qui pourrait être bien, c'est de faire un accompagnement de locatif clé en main. Ok. Donc, j'ai commencé à créer cette double casquette. J'avais volontairement créé des statuts larges dans ma boîte avec mon comptable pour faire en sorte de me laisser un peu de liberté pour faire autre chose. Et du coup, voilà, j'ai commencé à proposer un accompagnement comme ça. Donc, moi, en gros, ça commençait par un bilan patrimonial. Okay. Je leur expliquais, je faisais leur calcul d'endettement, je parlais un peu aussi avec eux de leur projet de vie, etc. Et puis, je leur disais, voilà, par rapport à ce que vous souhaitez faire, par rapport à ce que vous avez, ce qu'on peut faire, ça pourrait être ça. Ça pourrait être un petit projet, un petit T2, un studio, un T2, un projet à 100 000, qu'on fera en meublé, on pourrait espérer être à l'équilibre, etc., etc. En contrepartie, eux me payaient des honoraires. Donc en gros, moi je chassais le bien, enfin je chassais du coup les biens, j'ai négocié aussi pour eux. Okay. Je faisais les cahiers des charges des travaux qu'il y avait à faire, parce qu'il y avait forcément les travaux, parce qu'il fallait générer de l'amortissement, etc. Donc là, je retrouvais un peu ma casquette d'ingénieur dans ces cahiers des charges. Sur le montage du projet, quoi, en fait. C'est ça, ouais. Exactement. Et puis, dès que le bien leur plaisait, eux allaient acheter. Et puis moi, voilà, je préparais les travaux avec les artisans, appel d'offres, etc. Dès qu'ils signaient, les travaux démarraient. Je suis les travaux. Souvent, je crée un groupe WhatsApp avec les clients. Je fais des visites virtuelles. Ils peuvent venir sur le terrain également, pas de souci. Et puis ensuite, voilà, je les aide également pour l'ameublement, la déco, mise en location. Enfin voilà, c'est vraiment du clé en main. Ok. Et ce que je leur dis, c'est que dans tous les cas, l'accompagnement s'arrête pas là, parce que moi, en fait, je suis pas agent IMO, je suis pas en train de leur vendre un bien, mais c'est un vrai accompagnement long terme, quoi. Ouais. Parce que non seulement je veux qu'ils soient satisfaits, mais en plus je veux que qu'ils puissent recommencer derrière, me recommander, et puis leur vendre une assurance vie. Enfin voilà, le but c'est du long terme. Et donc voilà, j'ai lancé ce truc-là. Ça a plutôt bien marché. Enfin ça marche toujours, hein, je le fais encore. Et du coup j'avais ces deux casquettes, CGP et clé en main. Sachant que les CGP, parce qu'on est en train de côtoyer pas mal de CGP, il y a des CGP qui sont presque un peu allergiques à ce type de produit, un peu... Oui. Qui vendraient parce que c'est très compliqué, c'est peut-être chronophage par rapport à vendre un produit où ils ont 3 cases à cocher. C'est ça. Où ils prennent une com peut-être plus importante, mais sans emmerde, avec des grands groupes. Ouais. Mais est-ce que ça va dans l'intérêt du client toujours? Oui, c'est ça. En fait, c'est un métier différent. Ouais, c'est clairement un métier différent. Et moi, typiquement, tu vois, quand tu aimes l'IMO comme je l'aime ou comme tu l'aimes, le Pinel, le Malraux et tout ça, c'est pas ce qu'on aime, d'accord? Parce que c'est beaucoup moins rentable que ce qu'on peut faire. Néanmoins, j'ai vendu 2 Pinel et c'était des clients qui en voulaient réellement, tu vois. Mais pour le coup, je me suis quand même assuré... non pas de leur vendre les Pinel qui me rapportaient la meilleure com, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les coms sont pondérés avec la rentabilité du bien. Donc, si jamais tu arrives à leur vendre les trucs les plus pourris, entre guillemets, tu auras la meilleure com. D'accord? Donc, sauf que moi, du coup, ce que je voulais, c'était limiter la casse pour eux, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils puissent défiscaliser comme ils le voulaient. Mais du coup, chercher des zones dans lesquelles les plafonds étaient assez hauts. Qui puisse revendre à des prix quand même intéressants. C'est ça, voilà. qui est une attractivité commerciale dans le secteur pour qu'il y ait de la demande. Des petits montages aussi où je prenais souvent un garage, mais j'ai découpé le garage pour faire en sorte de monter un peu la rentabilité. Enfin voilà, j'essaie d'optimiser au maximum le produit, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Mais il est vrai que voilà, l'IMO tel que nous on l'aime, c'est pas celui-là, quoi. Et donc je comprends effectivement, et j'ai croisé beaucoup de CGP qui n'aiment pas l'autre côté de ce que je fais, parce que forcément il faut mettre les mains dans le cambouis, et puis c'est un métier différent en tous les cas, c'est différent, c'est pas voilà. Maintenant moi c'est ce que je préfère.
Et du coup, j'avais ces deux casquettes-là, et j'avais pour ambition, d'ici peut-être 2-3 ans, de faire du marchand de biens. Pourquoi 2-3 ans? Parce que j'avais aussi cette connaissance, cette croyance, je sais pas, sur laquelle il fallait avoir un peu de cash quand même pour démarrer en marchand. Et puis, une fois, je suis invité à un séminaire par une de mes banques, Crédit Agricole, qui m'invite à un séminaire sur la macroéconomie, enfin bref. Et là-bas, je croise Seb. D'accord? Donc Seb qui ne me connaît pas, mais que moi je connais parce que je suis sur YouTube et tout ça. Et... Oui, Sébastien Velu, qui est le fondateur du Cercle. Exactement. Et donc, je sais plus si je vais l'interpeller ou si j'envoie un DM, mais peu importe. En gros, je lui dis, salut, je t'ai croisé et tout, et puis je lui explique ce que je fais. Et je lui explique également que j'aimerais plus tard être marchand, et que dans tous les cas, si je le faisais, mon choix était arrêté, c'était avec le Cercle. Parce que du coup, je suivais le Cercle depuis quelques années, et du coup, j'avais de la confiance. Sur les réseaux, voilà. Etc. Oui, c'est ça. Et donc, il m'a dit, ok, écoute, sympa, viens boire un café au bureau, on peut en discuter. Et en fait, j'étais boire un café avec lui, et en fait, quand je lui expliquais ce que je faisais, il m'a dit, mais écoute, toi, tu as ce que la majorité des marchands veulent. C'est-à-dire que tu as déjà les clients finaux. Je suis complètement d'accord. Donc, pourquoi attendre 2-3 ans? Et je lui dis, en fait, j'ai pas forcément de capital à louer pour ça. Il m'a dit, tu sais, si tu as tes clients, si tu as la bonne opération, t'inquiète pas. Le financement, on le trouvera. On t'aidera et tout ça. Quand tu intégreras le cercle, on t'aidera. Et il n'y aura aucun problème. Ce qu'il faut, c'est tu l'as cru? Et je l'ai cru. C'est ça. Et 3 mois plus tard, me voilà rentré dans le cercle. Ok. Donc en fait, toi, tu avais l'ambition de te lancer en tant que marchand, mais pour faire tes opérations, etc. Oui. Mais un peu plus tardivement. La barrière, vraiment, c'était les fonds. Oui. Parce qu'en fait, tu étais en train de lancer à la fois ton activité de CGP, qui commençait à tourner, commençait à marcher. Mais tu t'es dit, il faut plus, quoi. C'est ça. C'est ça. Et puis, le truc aussi, c'est que mon chômage s'arrêtait. Enfin, mon chômage s'arrête dans un mois. Okay. D'accord. Donc en juin, en fait, en gros, j'avais 8 mois devant moi pour faire en sorte de vivre de l'activité du marchand, quoi. Parce que c'est pas forcément le CGP qui me permet de vivre de ça non plus. T'as des belles coms, mais t'as assez peu de projets quand même. Et puis pour la partie financière, tout ça, assurance vie et tout ça. C'est des compléments si tu veux, mais c'est pas ce qui te fait vivre. Parce que tu prends des petits pourcentages et c'est du récurrent après, je pense, j'imagine. C'est des encours. Voilà, tu prends un pourcentage sur les encours, donc en fait quand tu lances ton activité, tant que t'as pas des gros encours, tu prends un petit récurrent. Exactement. Qui grossit au fil du temps. C'est ça. Qui valorise un portefeuille finalement de tes clients quand même. Parce que après ça se revend, etc. Oui, c'est clair. Mais c'est vrai qu'en termes de cash flow et de trésor rapidement, c'est pas forcément énorme au début, quoi. Ça va faire grossir par contre ta boule de neige au fur et à mesure. Et puis il y a aussi le fait que lorsque tu démarres, celui qui a des gros fonds, celui qui a 200 000 € à placer, il a forcément déjà un conseiller, il a forcément déjà Et même s'il en a pas, toi tu restes un jeune CGP. Donc il n'a pas encore, tu sais, les feedbacks d'un collègue qui est passé avec moi. Quand tu démarres, quoi. Tu peux pas inventer, voilà. Et donc voilà pourquoi il fallait absolument que je fasse du marchand rapidement, enfin que je génère des fonds rapidement et voilà. Et donc, en juin, je suis rentré. En septembre, première affaire. Vas-y, détaille-la. C'est quoi cette affaire? Donc, c'est quoi? Donc, en fait, c'est un ensemble de 3 lots dans un immeuble de 8. D'accord. Donc, 3 lots de copropriété. Oui. Dans une copro de 8 lots. C'est ça. Il y a 8 lots. Moi, j'en achète 3. Okay. Ces 3-là sont ont un seul compteur à eau. D'accord. Mon objectif à moi, c'est de diviser, de vendre à la découpe. Ok. D'accord. Et j'ai déjà ciblé les clients que j'ai en portefeuille CGP, enfin les prospects que j'ai. D'accord. Parce que je connais à chaque fois sur mes prospects, je connais leurs envies, je connais leurs projets, je connais leur budget, leur endettement et tout ça. Donc je sais déjà qui je vais les vendre. J'ai simplement à la base la seule difficulté que j'ai, la seule modif que j'ai à faire, c'est ces 3 compteurs. C'est rajouter 2 compteurs pour avoir un compteur individuel. L'électricité, c'est bon. Oui. Okay. L'élec, c'est bon. Et en fait, dans le reste de la copro, c'est géré par un syndic bénévole. Et les restes de la copro ont chacun leur compteur. Il y a uniquement moi, celui à qui j'ai acheté, qui avait qu'un compteur et 3 décompteurs. Donc, la première difficulté, le premier défi auquel j'ai fait face, la première erreur peut-être que j'ai faite, c'est que le premier client que j'avais ciblé, il m'a acheté le premier bien. Et ensuite, le second client que j'avais ciblé, c'est celui qui, je pensais, allait m'acheter 2 biens.
D'accord. Il habitait pas dans le secteur, donc j'ai fait des visios avec lui, tout ça. Je lui ai montré un peu les biens, je lui ai fait des visites virtuelles, etc. Il était intéressé. Des projections fiscales, de rentabilité, tout ça. Il était intéressé. Et puis il a tardé à venir parce qu'il n'était pas à côté, il avait des contraintes avec son boulot. Il est venu. Il a pris quelques temps avant de me rendre sa décision et tout ça. Et en gros, il s'est passé 1 mois et demi. Et au bout d'1 mois et demi, il m'a dit, en fait, il n'était pas encore prêt. Il avait encore jamais investi, il n'était pas encore prêt à investir, c'était un peu gros pour lui, enfin voilà. Et donc là, du coup, je me suis retrouvé à devoir recommercialiser. Et l'erreur que j'ai faite, du coup, c'est que j'ai trop fait confiance à mon prospect. Au premier, quoi. Voilà. Donc, en fait, tu avais 3 lots. Oui. Donc, toi, ta force, c'est clair et net, c'est que tu as pu avoir un peu de délai pour ton compromis, j'imagine. Ou t'as fait un peu traîner, t'as réussi. Ouais, j'ai joué un peu la montre, ouais. Okay. Mais bon. Et donc, du coup, tu avais un acquéreur, donc tu avais 33% de préco, on va dire. Si en gros, c'est ça. Si c'est à peu près la même taille. Et puis, les autres, c'était pas encore fait, alors que toi, tu voulais essayer de le faire. Moi, je voulais le faire en flip, quoi. Et du coup, cet acquéreur-là qui te plante sur les 2 lots, c'est un peu l'erreur d'avoir dit, j'ai chassé qu'un seul lièvre à la fois, finalement, maintenant. Exactement. Mais bon, ça aurait pu être payant. Ça aurait pu être payant. Ça aurait pu être payant et voilà. Et finalement, j'ai rebondi par rapport à ça parce que les deux lots, je les ai redécoupés et du coup, ma marge, je l'ai fait monter. Ma marge a monté en redécoupant une autre fois. Donc, c'est-à-dire que tu as vendu chacun des lots à un acquéreur différent. Voilà, c'est ça. Et du coup, mes prix de sortie étaient un peu supérieurs. Ok. Donc voilà. J'ai eu j'ai eu affaire aussi avec Suez pour mon deuxième défi qui était installer un nouveau compteur. Donc j'appelle Suez vient et Suez me dit, il regarde la trappe où il y a les compteurs et Suez me dit non, là c'est impossible, on ne peut rien faire. Ok, je prends des photos et tout ça et je le poste sur le groupe du cercle, le groupe Facebook. Et puis là j'ai plein de retours en me disant mais si on peut le faire, moi je l'ai déjà fait et tout, il faut faire ça. Bon, ok, j'appelle un ami architecte, je lui montre tout ça et il me confirme ce que m'ont dit les membres du cercle. Je rappelle Suez. Le gars revient et je lui montre et il me dit ah bah oui en fait oui effectivement comme ça c'est possible. Bon là j'ai perdu 1 mois déjà. C'est les classiques avec les concessionnaires, mais c'est vrai que tu aurais pu te dire le mec il me dit c'est pas possible, je suis coincé quoi. C'est ça la confiance. Bon il me dit je vous fais un devis sous 4 semaines c'est le délai standard, ok bon pas de problème. Là c'était pas encore 1 mois, j'étais encore sous compromis donc voilà. Il me fait son devis, il fallait agrandir une trappe pour que les nouveaux compteurs puissent rentrer et tout ça. Et donc je prends un maçon, je fais agrandir la trappe comme ils le veulent. Heureusement, je leur fais écrire ce qu'ils me demandent pour être sûr que voilà. Il n'y a pas de problème. Ouais, exactement. Derrière. Et puis fin janvier, tout était prêt, sauf qu'il me restait plus que des compteurs à mettre. Et Suez, c'était un peu long quoi. Donc je les relance en disant s'il vous plaît, je vais réitérer fin février. Il faut que ce soit fait quoi. Et donc en gros, je réitérais, je sais plus, je crois que ça devait être le 20 ou le 15, et ils viennent une semaine avant. Bon. Je te dis que je dormais quand même mal la veille de leur venue parce que tu sais pas comment ça va se passer. Toi, tu avais tout calé avec tes acquéreurs. C'est ça. Finalement, les travaux, parce qu'ils faisaient des travaux, tes acquéreurs, finalement, derrière, après, sur les Il y en a un seul. Il y en a un seul qui fait les travaux. Les autres, ils louaient comme ça en état, c'était déjà en bon état. Ok, et du coup, ça s'est fait. Et du coup, voilà, je dormais mal parce que je me dis, j'ai 1 semaine avant la réitération. Faut pas qu'il me plante. Et en plus, c'est la première version, quoi. C'est ma première. Et puis, il me faut du cash parce que le chômage va s'arrêter et tout. Enfin, voilà, quoi. Et le gars de Suez arrive, bien évidemment, un autre gars de Suez, il ouvre la trappe et il me dit non là c'est impossible, on peut rien faire. J'ai dit écoutez, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, votre collègue j'ai suivi ce qui a été demandé, pourquoi c'est pas possible. Non mais moi c'est pas ce qu'on m'a dit, là ça marche pas, c'est impossible ce que vous voulez faire et tout. Je dis écoutez, moi je réitère dans 1 semaine, il me faut une solution dans 1 semaine. Il appelle un collègue à lui, le collègue à lui vient et tout ça, et puis finalement ils arrivent à trouver une solution. Sauf que la solution elle prenait 4-5 heures au lieu d'1 heure. Donc bon bref. Ça se finit bien, le soir, tout est terminé et tout ça. Voilà. Donc j'ai pu réitérer. Donc ça c'était ta première opération du coup. Voilà. Et donc t'as eu combien de délai entre le moment où t'as acheté toi et le moment où t'as revendu alors là j'en ai revendu 2. Tu vois, j'ai réitéré le deuxième appartement hier. T'as vendu 2 lots sur les 3 ? Oui. Et le 3e, je réitère le 12 mars, donc dans 10 jours. Ok. Dans 15 jours. Donc t'auras tout revendu en gros 1 mois et demi. 1 mois et demi de portage. Voilà, 1 mois et demi. Sauf que, ce 1 mois et demi, là maintenant, avec la mini-expérience que j'ai déjà acquis, j'aurais pu le réduire encore, tu vois, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu, voilà. Mais bon, 1 mois et demi, ça va, j'ai pas non plus à me plaindre. Pas mal, très bien même. Et c'est quoi la marge attendue ? T'as des niveaux de marge, un pourcentage, c'est quoi ? Ouais, donc je vais faire dessus environ 25%. D'accord, ok. D'accord ? 25% donc, de marge, 25% de marge, donc environ 50 000. Ok. Ça c'est la première. J'en ai une deuxième qui est en cours. Ok.
Alors cette deuxième-là, elle va me générer quasiment autant de marge. D'accord. Sauf que j'ai rien à faire. Ok, super. Voilà, c'est un flip. Ok. Celle-ci, par contre, je l'ai fait en association avec un autre membre du cercle, avec Louis. D'accord. Salut Louis, si tu regardes cette vidéo. Et donc en fait, celle-ci, on a été très rapide. Erreur de marché. Elle a été mise sur le bon coin, erreur de marché. Louis l'a détecté, elle était dans mon secteur. Louis l'a détecté genre un mercredi soir à 22h, il me l'a envoyé. Le jeudi matin à 9h, je visitais. À 11h, il avait une offre et voilà. On était très très vite. Parce qu'il fallait qu'on la bloque, il fallait que... Voilà. Et puis, j'ai proposé à mon portefeuille client. J'ai pas réussi à la vendre dans mon portefeuille client. J'ai mis sur le bon coin et puis elle s'est vendue. Voilà. Donc là, dans la semaine prochaine, mercredi, on signe le compromis d'achat et vendredi, la promesse de vente. Donc là, tu es en train de me dire que tu signes 3 jours après ta promesse d'achat, oui. Ta promesse de vente. Donc ça sera, c'est sûr et certain, un flip parfait. J'espère. Le flip parfait, donc du coup, potentiellement quand tu vas acheter, donc 2 à 3 mois plus tard, ton compromis, ton acquéreur qui a des financements, clause de financement, pas du tout. Il a une clause de financement, mais en fait c'est un divorce et puis il vend sa maison et donc sa maison est déjà vendue, donc il y a une grosse partie, il a un très gros apport. Très gros apport, donc il n'y aura pas de très sujet. Bon profil. Non. Donc ça devrait coller, donc tu vas acheter à 10h, revendre à 11h. Il fallait juste être très réactif. Alors c'est encore hypothétique, hein, c'est pas encore fait. Oui, c'est pas encore fait, mais en tout cas, ça prend la trajectoire et la direction de faire ça. C'est ça. Ouais, donc 2 opérations, et celle-là, tu devrais la déboucler finalement. Je pense en juin. Ouais, donc ça ferait globalement en une année, en fait, dans le cercle, en tant que lancé, en tant que marchand de biens. C'est ça. Voilà. Tu aurais ces 2 opérations-là. Et il y en a d'autres aussi ou... Il y en a une troisième. Alors une troisième, alors celle-ci elle est un peu moins avancée. Tu m'avais dit que tu voulais pas être, tu voulais aller vite. Là ça va vite, ça va vite, t'as pas le temps. J'ai pas le temps. Une troisième, alors celle-ci, en fait, j'ai profité un peu de mon réseau. C'est-à-dire que j'ai depuis longtemps en fait, je prends la peine dès que je rencontre des personnes intéressantes, de maintenir un contact avec eux. Et là, tu vois, typiquement, c'est l'exemple parfait. Il y a 5-6 ans, j'ai eu affaire à un courtier pour le financement de ma RP. Et j'ai bien accroché avec lui, j'ai bien aimé sa façon de faire, d'expliquer les choses, son mindset et tout ça. Et je me suis dit, c'est quelqu'un avec qui je dois rester en contact parce que je pense qu'un jour, je sais pas quand, je sais pas sous quel... Il y aura quelque chose. Il y aura un truc. Il y aura un truc avec lui parce que voilà. Et donc, je suis resté un peu en contact avec lui. Je lui ai montré un peu, à l'époque, j'avais des projets locatifs, je lui ai montré un peu ce que je voulais faire et tout ça. Je lui ai envoyé aussi des clients, je lui ai raconté des clients parce que vraiment, je le trouvais bon aussi. Hein. Les clients d'ailleurs étaient toujours très contents et tout. Et puis du coup, voilà, j'ai gardé le lien avec lui. Et quand je me suis reconverti, quand j'ai ouvert cette boîte de CGP, etc., j'ai été le voir, lui expliquer ce que je faisais. Et puis là, voilà, en août dernier, il m'a contacté, il m'a dit Christophe, j'ai des clients qui m'ont contacté, je suis leur courtier depuis quelques années. Ils veulent faire un projet locatif. J'ai pensé à toi pour t'accompagner. Et donc j'ai rencontré ces clients-là au mois de septembre et en gros, ces clients-là m'ont défini un budget, un secteur, un truc qu'ils voulaient, du patrimonial, etc. Et je leur ai dit, ok, écoutez, moi, il y a 2 options. Hein. Soit je trouve exactement ce que vous voulez, et puis vous l'achetez, et ensuite vous me payez la presta pour que je puisse faire les travaux, pour que je puisse du clé en main, quoi. Ouais. Ou alors, j'achète un plus gros truc, un plus gros immeuble, et puis je vous en vends 2 ou 3 parce que c'est ce que vous voulez, quoi. Et donc voilà, ils sont clairs sur le fait que je fais du marchand. Ouais, ok. Que je peux être le vendeur aussi, voilà, ils ont aucun problème avec ça. Ce qui compte, c'est que ce qu'ils veulent, c'est avoir un projet locatif, c'est avoir un projet, leur rendement, leur budget, voilà. Et puis du coup, j'ai cherché sur leur secteur pendant quelques mois. Et puis je trouvais pas. Et puis là, je suis tombé sur une affaire, un immeuble de 4 lots. Donc eux, à la base, ils voulaient 2 lots. 2 lots parce que 2 enfants. Ok. Donc je leur ai expliqué que 2 x 2 c'est bon, ça marche aussi. Chaque enfant aura 2 lots, c'est bon, ça passe. Hein. Je leur ai expliqué aussi que le mieux justement, si l'objectif c'était de faire une transmission, c'est de faire une SCI. Comme ça au moins, on n'est plus on divise pas en lots, mais en parts. Divise en parts. Et là on est vraiment équitable, on est vraiment c'est les discussions. Et donc j'ai trouvé un immeuble de 4 lots. Donc un lot commercial et 3 lots 3 T1. À la base, ils n'étaient pas pour du commercial. Et du coup, j'ai commencé à le modéliser en me disant voilà, je peux leur vendre 2 ou 3 lots et puis je vendrai à la découpe. Voilà. J'ai partagé ce projet-là en coaching, d'accord. Et puis en fait, le feedback que j'ai eu, qui était de Romain, de me dire écoute, tente quand même de leur vendre tout.
Parce qu'ils peuvent être intéressés quand même, vu que ça rentrerait dans leur budget et tout ça. Peut-être que ce à quoi ils étaient enclins il y a quelques mois, c'est-à-dire pas de local commercial, peut-être que finalement il est déjà loué et tout. Voilà. Ça peut tourner. J'ai fait le test et ils m'ont dit OK. Ils m'ont dit en fait oui, pas de problème, montrez-nous et tout. Voilà. Donc là, c'est une opération sur laquelle je pourrais avoir une marge intéressante, environ 30%, et qui pourra se faire assez facilement. Alors pour l'instant, je suis encore au début. Là, je rencontre mes clients et je leur montre vraiment des vidéos, des photos, des projections et tout ça samedi. Moi là, j'en suis à, j'ai négocié, j'ai une promesse d'achat, j'ai un compromis à signer, mais je vous la montre au maximum parce que je veux le montrer à mes clients d'abord. J'ai fait chiffrer les petits travaux qu'il y avait et tout ça. En fait, l'idée c'est que mes clients, ils n'achètent pas forcément uniquement le bien, mais ils achètent le bien avec les devis travaux, avec l'accompagnement, avec les projections fiscales, avec la SCI, enfin voilà. C'est un package global. Voilà, en fait. C'est ça. Donc ça c'est la 3e OP, donc pour l'instant il n'y a rien de signé et tout ça, c'est celle qui est dans le pipe, mais bon, voilà, je touche du bois. Ok. Donc 3 opérations potentiellement qui vont se faire dans l'année et demie. Oui, celle-ci ça pourrait être, ça pourrait, si jamais ça se faisait, si jamais ça leur plaisait, ça pourrait aussi être juillet, août quoi. Ok, cool. Donc voilà, et ce serait une belle opération numéraire, donc ça serait cool. Parfait. Je repense à la discussion que tu avais eue avec Seb, qui t'avait dit, non mais la tienne et ta réflexion, c'est j'ai peut-être pas assez de cash pour me lancer, etc. Oui. Parce que du coup, 1, 2, 3 opérations. Oui. C'est quoi comment ça fonctionne, comment ça marche? Il y a un truc, t'as touché quelque chose, de l'argent se tombe du ciel? Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, en gros, comme Seb me l'a expliqué, tu modélises bien, tu as une OP rentable, tu as des clients, nous on peut te la financer. Et derrière le nous, en fait, il y a le système qui s'appelle le Club Deal, dont vous avez déjà parlé sur cette chaîne, qui est extraordinaire parce que à la fois pour un novice comme moi, du coup, présenter ce projet en Club Deal, il y a 2 intérêts. Bien sûr qu'il y a le côté où ça peut permettre de faire une levée de fonds au sein du cercle, et ça c'est sans ça moi je pouvais même pas y aller déjà. Mais c'est aussi ultra rassurant parce que typiquement en première opération j'ai fait une levée de fonds, mais j'ai également un peu de love money, tu vois, de mon père, de mon frère. Avoir le Club Deal qui me tamponne en me disant approuvé, nous on croit en ton projet, tout ça, c'est aussi rassurant pour moi quoi. Parce que j'emmène ma famille quoi, dedans. Ouais, je comprends. Et c'est rassurant pour moi de me dire, je les envoie pas au casse-pipe quoi. C'est ça. Peut-être qu'il y aura un problème, mais en tout cas. bien sûr. De prime abord, ça semble cohérent. Ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, la première opération, c'est fait avec le Club Deal. La deuxième opération, l'objectif, c'est de faire en sorte de peut-être matcher un peu les 2 opérations, c'est-à-dire que quand je vais récupérer la vente de mon immeuble, vu que ce serait un flip, je réinjecte direct et voilà. Vu que c'est ma famille, je peux. Voilà. Et puis le troisième, l'idée c'est Club Deal. C'est aussi Club Deal. Pour l'instant, parce qu'en fait, moi, le truc, c'est que la difficulté un peu que j'ai, c'est que je dois gérer ma trésor de telle sorte à ce que je dois me dégager un salaire, y vivre, je mettre de côté aussi pour faire en sorte d'avoir des apports dans le futur. Pour tes futures opérations. Exactement. Et mon idée, ce serait aussi dans le futur de bâtir une foncière. Pour laquelle du coup il me faudra aussi un peu d'apport. Donc pour l'instant j'essaie de protéger un peu déjà la première couche qui est mon salaire déjà, pour me protéger sur quelques temps, et puis ensuite voilà, tout le gras que j'ai je le mets sur les opérations, des futures opérations, voilà. Mais pour l'instant du coup je constitue en fait mon matelas. Compris. Voilà. Est-ce que déjà, du coup, pour revenir là-dessus, donc tu as pu lever avec de la love money, famille, amis, des opérateurs, enfin des marchands du cercle qui ont investi sur ton opération, parce qu'elle était plutôt sécurisée, etc. Et ça allait bien. Donc ça se passe bien. Est-ce qu'au bout de la fin de la première année, ou fin de chômage, tu m'as dit c'est un peu avant ça, mais est-ce que déjà tu arrives à avoir une petite prévision, etc. Oui. C'est ok, t'es content? Oui, c'est bon. Ça y est? C'est bon, là je suis sécurisé. Je l'ai senti dans le... c'est bon. Non mais tu rigoles, mais on passe quand même des nuits blanches quand même. Hein. Je sais, mais je me rappelle aussi très bien quand t'es rentré au cercle, et puis je me rappelle l'enjeu qu'il y avait, et on en avait discuté, on avait dit il va falloir s'arracher un peu, et il va falloir bosser, et t'as pas le temps. Voilà. C'est ça, j'ai pas le temps. Et t'as appliqué, t'as fait, et le résultat il est là, donc c'est cool. Enfin, franchement, déjà bravo, parce que c'est pas tout le monde qui arrive, et c'est pas le résultat qui sortait du chapeau, quoi. Il faut bosser beaucoup quoi.
Clairement. Mais en réalité, tu vois, le truc, c'est que comme je te disais, je me suis longtemps rêvé un peu entrepreneur, tu vois, sans vraiment savoir ce que j'allais faire. Et en réalité, ce que je me rends compte là, c'est que le quotidien que j'ai là de marchand, parce qu'on va dire que c'est 80% de marchand et 1% de CGP, c'est en fait ce que j'avais rêvé, tu vois. Ok, ouais. Tu vis un rêve. Ouais, franchement, c'est ça. Parce que tu vois, je m'imaginais un quotidien où j'allais négocier des prix, où j'allais suivre des chantiers, où j'allais. Enfin, tu vois. Et en réalité, sans me rendre compte, c'était ça en fait mon rêve, tu vois. Et donc, tout ça pour dire que pour moi, c'est pas un travail, quoi. Pour moi, c'est un hobby, quoi. Tu vois, donc ce que je retrouvais pas forcément en mode non plus CGP, tu vois, mais là vraiment marchand, c'est vraiment le truc qui me plaît. Alors j'ai bien compris que marchand, c'est pas forcément un métier que tu fais toute ta vie, parce qu'au bout d'un moment peut-être que tu te lasses, ou peut-être que voilà, mais pour le moment je me projette largement à de nombreuses années à faire du marchand, quoi. Et puis si tu as l'ambition derrière d'avoir peut-être une foncière ou quoi, c'est une autre façon de faire de l'immobilier. Oui, bien sûr. Plutôt un peu locatif, détention. Ouais. Et puis il y a un objectif peut-être de transmission. Oui, exactement. Avec, et puis en réalité, il y a tellement de façons de faire du marchand. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, j'en ai exploré qu'une, mais il y en a beaucoup, quoi. Enfin, il y en a beaucoup. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, plein de zones de confort encore enfin, plein de zones justement d'inconfort à aller explorer. Et ce qui est cool, c'est que, bah voilà, tu rentres dans un club, je parle du cercle, tu rentres dans un club dans lequel tu as des gens qui sont des horizons, mais alors de partout. Et je me souviens, moi, quand j'ai intégré le cercle, mon premier regroupement, c'était le séminaire à Marrakech. Et donc, on n'était pas, je sais pas, 70, peut-être 80, enfin voilà. Et je me suis rendu compte que voilà, chacun a un profil différent, que tu peux venir avec de grosses capacités, moins de capacités, du financement, enfin peu importe. Si jamais tu as la niaque, si jamais tu appliques ce que tu apprends, il n'y a pas de raison, quoi. Ouais, tu as senti ça direct franchement, carrément. Franchement, ouais. Et l'autre truc, c'est que moi, si tu veux, dans mon entourage, que ce soit familial ou ami, etc., il n'y a pas d'entrepreneur. Tu vois, donc j'ai pas forcément de proches avec qui je peux discuter de ça, et voilà. Enfin, maintenant de plus en plus, maintenant ça commence à venir avec moi, tu vois. C'est normal. Mais à la base non. On attire après. Ouais, c'est ça. Et à la base non. Et du coup, j'étais un peu triste, si tu veux, de pas avoir ce genre de discussion que je pouvais avoir quelquefois avec d'autres investisseurs. Et là, quand je suis arrivé à Marrakech, sur les 3 jours qu'on a passé là-bas, c'était génial, quoi. C'était génial, c'était trop bien. Franchement, je me souviens, on était à table à un moment, il y avait une discussion là, c'était hyper intéressant, enfin voilà, c'est vraiment... Et donc, et puis tu progresses hyper vite, sans t'en rendre compte. Enfin, je veux dire, tu bois une bière avec quelqu'un et au bout d'une demi-heure, t'as déjà progressé, quoi. Ouais, ça discute business, ça discute entrepreneuriat, ça discute immobilier, marchand, finance. Et là, pour le coup, tu sauves pas les gens parce que tout le monde est comme toi. Donc c'est un groupe d'extraterrestres mais qui se ressemblent. C'est ça. Qui se réunissent. Ouais, non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi que, en fait, quand tu as des groupements, alors il y a plein de types de groupements, dans des formations, dans des masterminds, dans des groupes comme nous, des clubs privés, etc., où tu as une population qui est prête à s'investir, qui est à s'engager un petit peu plus, et qui est, je dirais, quand même filtrée, screenée un peu. On rentre pas comme n'importe comment, c'est pas bonjour, j'arrive, quoi. Et ça permet quand même d'avoir, je pense, comme tu le dis, une forme de mentoring, de suivi, et puis d'éveil à des choses que tu penses même pas possibles, quoi. Bien sûr, clairement. C'est ce qu'on retrouve beaucoup, Oui, c'est clair. Moi, j'ai eu la chance Alors, tu vois, tout à l'heure, quand je te parlais de réseau, que j'aime bien détecter des profils, voilà, j'ai rencontré Louis, donc qui est le membre du cercle. D'ailleurs, on a tourné des vidéos avec Louis sur cette chaîne que vous pouvez retrouver sur des opérations. Donc Louis, il opère du côté Beauvais et alentour. C'est ça. Et on ira peut-être retrouver des opérations bientôt. Donc voilà, Louis. Et du coup, en fait, Louis, je l'ai rencontré sur une visite. Ok. Et donc moi, je visitais pour un client à moi, je cherchais un immeuble, et Louis vendait un immeuble en marchand. Et en fait, au cours de la visite, ça a duré une demi-heure, quoi. Mais je me suis rendu compte que voilà, on parlait le même langage. Tu vois, c'est pas un agent IMO, quoi. On parlait le même langage et tout ça, et c'est déjà hyper intéressant. Et puis à la fin de la discussion, il m'a dit bah voilà, je suis dans le cercle, etc. Voilà. Et avec Louis, on est aussi resté en contact. Alors je savais pas que j'intégrerais le cercle aussitôt, mais on est resté en contact. Et finalement, maintenant, c'est un peu mon mentor aussi un peu dans le secteur, si tu veux, parce qu'il est expérimenté, parce qu'il travaille très bien. Et c'est hyper rassurant pour moi parce qu'il est à côté, je lui montre des choses et il me dit bah fais gaffe à ça, ou là tu peux y aller, c'est intéressant, enfin voilà, quoi. Et donc on est en train de faire une première opération ensemble, celle que tu m'as parlé, celle dont tu voilà, parlé, et puis d'autres pourraient venir aussi, enfin voilà, on explore d'autres plus gros projets.
Et voilà, hyper intéressant. Ouais, donc du coup, tu as à la fois l'accompagnement global sur la partie marchande, mais du coup, localement, tu as des personnes avec qui discuter, échanger. Je sais que vous avez fait des réunions aussi avec toute la région. C'est ça, toute la côte Picarde. Donc mais ça, c'est cool. ça, c'est hyper puissant aussi. Parce qu'on se retrouve, du coup, c'est tous les 2 mois à peu près. Ouais, bah alors ça dépend un peu des régions, selon comment c'est organisé, etc. Mais c'est tous les mois ou tous les 2 mois pour physiquement, en fait. C'est ça. En plus des événements de workday, de formation, etc. Et le cadre est plutôt informel, donc ça c'est cool aussi. Et même chose, moi j'arrive là-bas, moi je suis le petit nouveau. Et je suis le plus jeune, le moins expérimenté du groupe. Et pour moi, c'est ces journées-là que je passe. Ça apporte de la valeur, mais incroyable, quoi. Enfin, franchement, voilà. Donc ça c'est top. D'ailleurs, on en a une lundi là. C'est trop bien, quoi. T'es prêt, t'es motivé, tu le notes dans l'agenda direct, quoi. Bah oui, c'est clair. Non, et puis c'est pareil. Je vais y aller aussi, tu vois, avec mes OP qui sont à venir, celles pour mes clients là, que je vais leur montrer. Et je sais que j'aurai forcément des feedbacks, j'aurai forcément des conseils. Il y a toujours des conseils à prendre. D'ailleurs, il y a une opération là récemment que tu as passé dans le Club Deal du mois d'avant, en fait. Oui, voilà. c'est ça. Et puis finalement, pas j'ai passé. préféré. Parce que les feedbacks ont fait que attention à ça. Il y avait pour l'anecdote, il y avait des travaux de copropriété, c'est ça, à venir, structurels, qui étaient budgétisés, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que t'es sûr, etc. En fait, l'opération, elle aurait été intéressante, et elle est intéressante pour un marchand de biens qui est plus expérimenté, qui a un plus de cash de côté et tout ça, mais pour moi, trop de risques. Mais d'ailleurs, cette opération, Louis l'a récupérée. D'accord. Voilà. Parce que lui, il faisait avec moi. Il peut la faire, il peut l'assumer si jamais il y a des aléas de coûts supplémentaires, etc. Voilà. Mais c'est vrai que c'est important, en fait, quand tu te lances, que des fois, t'as pas encore tous les réflexes. Ouais, c'est ça. Et puis là, j'ai peut-être aussi trop fait confiance à l'agent IMO. Pourtant, je sais qu'il faut faire gaffe. Mais quand j'ai creusé par moi-même, je me suis rendu compte que voilà, il y avait plein de choses qui étaient prévues et que j'avais pas été informé. Enfin, voilà. Donc ouais, ce que je me suis dans les trucs que j'ai appris quand même dans ma petite expérience de marchand, c'est que voilà, faire confiance c'est bien, mais voilà, il faut contrôler derrière, parce que voilà, j'ai aussi eu, tu vois, sur ma première opération, je me suis fait un petit peu avoir sur ce point-là, et ça m'arrive à une fois pas deux. J'avais pas le diag assainissement. Ok. D'accord. Donc visiblement il était en cours et tout ça, mais il n'était pas arrivé. Et on connaît l'histoire. Dans le compromis, il était stipulé qu'en gros, peu importe la finalité du diag, je prenais à mon compte si jamais il y avait un souci. Voilà. Et l'agent IMO m'avait dit, la seule remarque qu'il va y avoir, c'est il y aurait une petite pompe de relevage à installer et tout, mais bon, c'est le coût de 500 €, t'inquiète pas, c'est pas... Voilà. Bon, ok. Au final, la non-conformité arrive. Moi, bon élève, j'appelle un artisan pour me chiffrer les devis, et en fait c'est pas une petite pompe de relevage installée, quoi. C'est parce qu'il y a 2 fosses, du coup c'est 2 grosses pompes énormes, mais les trous d'accès sont pas assez gros, et là, enfin voilà. Et donc on part de 500 €, et finalement ça va coûter entre 10 et 15 000 €, quoi. Alors 10 et 15 000 € pour toute la copro, mais moi par contre je vais couvrir les frais de mes acquéreurs, parce que pour le coup eux n'étaient pas au courant de ça. Enfin, moi j'ai fait une erreur, mais du coup je la répercute pas sur eux, je rogne sur ma marge. Okay. Ça m'apprendra. Enfin voilà. Ça fait partie des aléas et des erreurs et des apprentissages. Mais après, si je peux le faire aussi, parce que ma marge était intéressante quand même. Hein. Mais c'est aussi pour ça qu'on prend toujours. Enfin, je le dis systématiquement, mais il faut de la sécurité. Il faut pas être trop serré sur les marges. Et puis il faut accepter de temps en temps. Ça fait partie des aléas de l'activité, quoi. Dans n'importe quelle activité économique d'une boîte, il y a des petits aléas. Bah, soit tu les répercutes à tes clients finaux, c'est une solution. Dans certains cas, ça peut être OK. Soit pas, parce que tu dois moi avancer. C'est aussi, moi tu sais, c'est aussi un peu du long terme avec mes clients. Je comprends. Donc c'est ça aussi, derrière j'ai un de mes clients qui veut me présenter une amie à lui pour faire un prêt locatif. Enfin voilà, il faut pas qu'il me permettre de... Ouais, je comprends. Et puis en plus voilà, je préfère dormir sereinement, tu vois, dire je suis propre. Non mais il faut régler les problèmes, hein. J'avais un autre marchand là qui m'appelait là, du cercle là, mais il y a ça, bah, t'as un aléa de 2 000 €, bah écoute, prends-le, c'est pas grave. Et puis enchaîne, plutôt que de faire des procédures qui vont jamais en finir, etc. Des fois tu peux même pas, en fait, hein. C'est comme ça, faut avancer. Là tu vois, dans la première opération, il y a un des lots qui était loué, et donc je l'ai vendu loué. Moi je l'ai porté pendant 1 mois, et ce mois-là c'est pile le mois où le ballon a pété. Ballon d'eau chaude à lâcher. Ah bah oui, je me rappelle, tu vois. Donc je t'ai dit quoi? Je me dis, pas le choix, vas-y, faut y aller, c'est parti de la vie. C'est pas de cul. Non. Et presque, ça aurait été
le mois d'après, et ton client, il fait putain merde, j'ai le ballon d'eau chaude, il aurait pu revenir un peu vers toi. Ouais, c'est ça. Tu déconnes. Et parce que du coup, le client, je lui ai dit là, et il était content quoi. Il m'a dit franchement merci et tout. Ça montre du professionnalisme, et c'est un peu ce qu'on véhicule nous. Ce qu'on veut, c'est que les marchands soient pros, soient pas là à faire des travaux cache-misère, soient pas là à faire des choses un petit peu limites, comme il y avait eu de la réputation de certains marchands, parce qu'en fait, on est là pour durer, on n'est pas là pour faire un coup et s'en aller quoi. Et encore plus toi, avec une crédibilité de CGP, avec des clients à côté, avec lesquels tu vas faire potentiellement du récurrent, ce qui va être une force. Tout à l'heure on parlait de ta boule de neige, mais elle va grossir parce que content, voilà, et ça va revenir. C'est un peu l'idée, c'est clair. T'as déjà des clients qui t'ont réacheté ou qui veulent réacheter ou pas encore? Oui, qui veulent, oui, ça y est. Ça y est. Ouais, ça y est. Ouais, j'ai des clients. Alors pour le coup, c'était en locatif clé en main. Ok. Une personne qui avait jamais investi. Elle a 30 ans ou 40 ans. Elle avait jamais investi parce qu'en fait, elle a un logement de fonction. D'accord. Et elle avait touché une grosse somme d'argent et elle voulait investir en locatif parce que elle avait rien. Tu vois, elle sentait qu'elle avait rien en patrimoine. Mais du coup, elle avait jamais signé un compromis. Elle avait jamais. L'immobilier très méfiante de tout ça. Ouais. Et il a fallu la rassurer. C'est un gros boulot, si tu veux, de la rassurer, de casser un peu les barrières. Je lui ai montré du coup d'autres projets qui avaient été faits, les chiffres, etc. Et puis, c'est pareil, moi ce que j'aime bien faire en locatif clé en main, c'est du premium, si tu veux. Tu vois, parce que avec du premium, ensuite tu vises du loyer haut et forcément tu filtres aussi un minimum du coup les futurs locataires. Je comprends. Et il y a un point qui est hyper important, c'est que tu génères de l'émotion. Pour les gens qui viennent visiter. C'est un coup de cœur, quoi. C'est ça. Et à la fin, l'émotion, c'est ce qui fait vendre, quoi. Et je me souviens avoir une discussion avec elle parce que, alors cette partie-là, la partie un peu déco, moi, c'est pas mon truc, d'accord. Okay. Mais ma femme, elle est très douée là-dedans. Okay. Et donc, elle bosse avec moi sur ce côté-là. Elle est infirmière, mais elle bosse avec moi sur ce côté-là. Et du coup, c'est elle qui fait les listes de courses, qui fait les projections un peu de ce qu'on pourrait faire et tout ça. Et voilà. Et quand on avait fini les travaux, cette cliente-là, elle me dit. Ah mais j'ai vu la liste et tout ça, mais pourquoi tout ça? J'ai vu qu'il fallait juste une table, 2 chaises, machin et tout ça. J'ai dit non, ce qu'il faut, oui on peut mettre que ça, mais ce qu'il faut c'est qu'on fasse du haut de gamme, parce que l'appartement il était refait à neuf. Si tu fais du cheap dedans, ça sert à rien quoi. On pourri, peut mettre un matelas, on va pas mettre, on va faire un truc sympa. Et en réalité, tu vois, pour meubler le bien, passer de cheap à sympa, il n'y avait pas énorme quoi. En gros, tu passais de 3000 à 3008 quoi. Tu vois, c'était pas non plus. Tu vois, c'est des cadres, des trucs, des conneries. Et bon, elle m'a fait confiance. Et puis au final, le bien qu'elle a acheté, qui était loué à la base 500 €, je me suis occupé de le mettre en location. Et maintenant, là, à l'heure actuelle où je te parle, il est loué 750 €. Donc 250 de plus par mois. Oui. Donc les 800 balles de plus de meubles. Ça. Voilà, tu vois. Et le truc, c'est qu'il y a aussi un paramètre, c'est que cette personne-là, elle est hyper fière de son appartement. Bah oui. Tu vois, elle montre les photos à ses habits et tout ça, elle est hyper fière. Et là, ce qu'elle veut, c'est enchaîner, quoi. Et j'ai 4 messages d'elle de son téléphone en disant allez, on y va, tu vois. Ok. Donc voilà. Et ensuite, j'ai aussi eu mes premiers clients qui m'ont recommandé d'autres clients. Donc là, je viens de terminer un projet avec eux, avec cet autre client. Donc voilà. L'idée, en fait, c'est que en fait, c'est un peu compliqué lorsque tu démarres. Je parle plus de CGP parce que du coup, le marchand, tu peux te dire on met en vente sur le bon coin et voilà. Mais moi, en tant que CGP, c'est compliqué quand tu démarres parce que déjà, le CGP, c'est pas très connu. Et quand c'est connu, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément une réputation qui est très. C'est pas toujours très voilà, bon. Un peu comme le marchand d'ailleurs. Ou comme les agents IMO d'ailleurs. Et comme les agents IMO d'ailleurs, voilà. Et donc, il faut. Pour réussir à générer du prospect, au début tu passes par ton cercle proche quoi. C'est ton cercle proche et du coup famille, amis, collègues, etc. Ceux pour qui il y a au moins le paramètre confiance. Au moins celui-là, tu vois. C'est ça le plus difficile, je pense. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, une fois que tu as touché ce premier cercle-là et que tu as eu des clients dedans, et ben voilà, eux après, ils retournent à leurs amis à eux et c'est un peu comme ça que tu fais grossir un peu le truc quoi. Je comprends. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que moi j'imaginais au début que faire quelques publications sur Insta ou sur LinkedIn ça allait suffire, mais non, pas du tout. Il faut créer de la confiance, mais il y a beaucoup d'audiences silencieuses, des gens qui regardent, qui voient, puis qui voient que t'es toujours là, qui voient que tu vois, dans 1, 2, 3 ans, les gens vont peut-être avoir besoin de toi et puis ils vont venir à ce moment-là quoi. C'est ça. Et puis des gens que j'ai pas vus depuis 10 ou 15 ans parce que j'étais en école d'ingé avec eux, finalement si jamais ils ont envie de faire un projet, ils vont être enclins à m'appeler moi.
parce qu'ils me connaissent, mine de rien, ils m'ont connu et tout ça, ils savent que je suis pas un escroc et voilà quoi. Droit dans ses bottes, cohérent, de la confiance, de la crédibilité sur le long terme. Donc ça veut pas dire que je vois un truc, ça veut pas dire que ça va se faire dès maintenant, mais au moins voilà, ils ont des questions, je leur réponds et puis. Sur la partie de répartition de ton temps, du coup actuellement tu disais 80-20, c'est 80 pour le marchand pour sourcer des opérations des biens et 20% sur le. Ouais, en fait ça fluctue parce qu'il y a des périodes en marchand où du coup c'est le pic, tu dois être à 100% marchand et voilà. Il y a des périodes un peu plus de creux où là j'en profite pour prospecter un peu plus, pour faire des bilans patrimoniaux, etc. Donc, oui, parce qu'en fait, du coup, tu gères l'entrée avec les bilans patrimoniaux, voir ce qu'ils veulent, et après, tu vas chercher. C'est ça. Déjà, c'est ça. Pour les opérations qui vont venir pour ces clients-là. Et du coup, voilà, je me fais une liste avec tous mes prospects, avec leurs souhaits, avec leur budget, avec leur endettement, etc. Il y en a pour qui, tu sais, ils veulent investir, mais ils sont endettés à 32%, 33%, c'est trop serré, tu vois. Ouais. Donc, on essaie de trouver des solutions. Bah voilà, dans 2 ans, vous avez ce projet-là qui se libère, ça va générer un peu d'endettement, donc là, on pourra faire un truc. Mais du coup, je le suis aussi pour eux. C'est-à-dire que je suis aussi force de proposition, force de rappel, tu vois, je les rappelle en disant du coup ça en est où ce truc-là c'est un vrai aspect commercial et de suivi client, etc. Là, à titre pour ma gouverne, parce que j'ai pas trop des clients en direct, moi je passe par les agences souvent pour revendre. Ouais. Les clients que tu as, ils cherchent quoi? Des rendements, ils veulent l'autofinancement, il y a un effort d'épargne, c'est pas gênant, ils veulent défiscaliser, c'est quoi qu'ils veulent? Alors, les gens sont pas forcément très au courant des rendements et tout ça, tu vois, à part les gens aguerris, mais les investisseurs. Mais sinon, les gens, tu leur parles de 8%, ils savent pas tu leur dirais 15 ou 3. Ils s'en foutent. Voilà. Ce qu'ils voient, c'est combien ça me coûte tous les mois? Ouais, c'est ça. Eux, ce qu'ils voient, c'est l'effort d'épargne. Okay. D'accord. Et moi, ce que je leur dis systématiquement, c'est que le but, c'est de trouver une solution pour pas qu'il y ait d'effort d'épargne. D'accord. Donc ils veulent être à l'équilibre, quoi. Ouais, c'est ce que moi je leur suggère en tout cas d'être. Je vends pas du soyez rentier en 6 mois, enfin voilà, pas du tout, tu vois. Je vends la vraie vie. Ouais. Mais je sais trouver des solutions. Et après, si les gens sont ok pour avoir un effort d'épargne, eh ben pas de problème, hein, tu sais, on met moins d'apport, on a plus d'efforts d'épargne. Mais en tout cas, mon but c'est de les éduquer aussi. Ok. Les éduquer sur voilà comment est-ce que vous allez vivre dans un an. Comment est-ce que ça impactera votre quotidien ou pas, votre fiscalité, parce que du coup, et de la même manière, tu vois, systématiquement, quand je parle fiscalité, j'arrive pas à la conclusion de vous allez payer tant, vous allez pas payer tant. Je redémarre en disant, savez-vous comment on calcule l'impôt en France? Tu vois, j'ai des slides types que j'ai bâtis, et en fait, je passe 10 minutes à leur réexpliquer, tu vois, parce que en fait, plus les gens comprennent, plus les gens sont ensuite en confiance, tu vois, sur ce que tu leur racontes, et puis en plus, ça évite de toujours réexpliquer, tu vois, pourquoi. Ouais, je comprends, voilà. je comprends. Et donc, une fois que tu leur as expliqué comment ça fonctionnait, et ben, tu leur dis voilà, ces revenus BIC là, hop, on vient les greffer ici. Donc, ça augmente ça fait ci, ça fait ça, enfin voilà. Donc, il y a un côté aussi éducation et qui pour moi est importante. Et puis aussi, c'est ce que j'aime faire en plus. donc voilà. Mais je comprends, ça combine tout ce que tu disais au départ, la transmission, la vulgarisation. C'est ça, voilà. Le côté entrepreneurial, le côté immobilier. Et du coup, c'est assez rigolo parce que toi, tu trouves tes acquéreurs avant d'avoir trouvé tes biens, probablement. Voilà, c'est ça. En tout cas, tu fais matcher une base d'acquéreurs que tu développes au quotidien par ton expertise, ton expérience de CGP, avec qui tu vends pas que de l'immobilier d'ailleurs, certains des produits d'épargne, des produits. Oui, exactement, des PER, des assurances vie. Voilà. Ouais, exactement, c'est ça. Et puis, tu vois, je me suis aussi rendu compte que Le Bon Coin pouvait être pour moi un canal d'acquisition de clients pour CGP, tu vois, parce que selon comment tu bâtis ton annonce, les gens t'appellent et quelquefois ils sont intéressés par ce que tu as expliqué dans l'annonce, mais du coup si on fait ci, on fait ça. Les clients, tu les rencontres et puis finalement du coup tu discutes avec eux, tu expliques et du coup ça peut devenir des clients CGP, enfin des prospects en tout cas. Ça m'est arrivé quelques fois là déjà. Ça fait des bonnes synergies alors. Ouais, en fait je leur ai pas vendu le bien qu'ils venaient visiter. Ouais, c'est pas grave, mais j'ai un contact et eux aussi. Ok. Tu vois, et du coup là ça marche plutôt bien cette activité là. Ça marche plutôt bien. Ouais. Je pense que t'es un des seuls membres qu'on a qui fait CGP. On a des agents immobiliers, on a des personnes qui font plutôt de la partie locative, un peu clé en main, qui accompagnent des investisseurs, etc. Mais cette partie-là, CGP, donc c'est hyper intéressant. Sur cet aspect entrepreneurial, et pour te lancer, gérer ta boîte, etc. T'as été accompagné, t'en as discuté avec d'autres membres du cercle, ou tu te fais mentorer comment par ça? En fait, j'ai déjà dû ouvrir une boîte de CGP. Ouais. D'accord. Et là, tu vois, comme je te disais, moi, dans mon cercle, il n'y a pas d'entrepreneur. Et du coup, j'ai dû me former. Tu vois, j'ai dû me former sur. J'ai mangé des vidéos de comptabilité, enfin d'expert comptable. J'ai mangé des vidéos sur. Parce qu'à la base, moi, venant du monde du salariat, si tu veux, je connaissais pas la différence entre une SARL, une SASU. Enfin, voilà, tu vois. Et puis, tu as une vidéo où on te dit, faut faire une SARL, l'autre une SASU. Et à la fin, tu te dis, vas-y, il faut que je comprenne ça pour ma décision. Et puis aussi, j'ai passé un paquet d'heures avec l'expert comptable, tu vois.
avant de signer avec lui, tu vois, pour avoir des cours gratuits. Je comprends. Le notaire. Alors, le notaire, tu vois, encore un exemple de partenariat, de réseau. Petit aparté, mais il y a 4-5 ans, j'étais pas content de mon notaire. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais chercher un notaire. J'ai pas encore de projet là, mais je vais en profiter de pas encore en avoir un pour chercher un notaire. J'étais basique, j'ai pris Google, j'ai regardé la meilleure note et j'ai trouvé un notaire. Et j'ai été voir ce notaire-là en prétextant un petit peu un projet locatif que j'envisageais et tout ça. Et puis en fait, c'était un jeune notaire, on a bien accroché, il était fan d'IMO aussi. Et en fait, on a passé 1h30 dans son bureau à parler d'IMO et tout ça, et à s'échanger un peu des chaînes YouTube et tout ça. Enfin voilà, on a bien accroché. Je suis resté en contact avec lui. Parce que même chose, tu vois, je savais qu'il y avait un truc, voilà. Et puis lui, il avait aussi un intérêt avec moi parce qu'il y a un côté fiscalité qu'il n'avait pas forcément. Voilà. Donc tous les deux, on arrivait à se nourrir un petit peu. On est resté en contact. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu un ami et c'est devenu un client. C'est-à-dire que quand je me suis lancé en locatif clé en main, il m'a dit, bah écoute, Christophe, je veux être ton premier client. Et donc il m'a aidé à me lancer, je lui ai fait un projet. Voilà. Et là maintenant, c'est le notaire avec qui je bosse pour mes opérations. Cool. Et donc maintenant tu le fais bosser. Je le fais bosser, voilà. Et du coup, là, lui aussi m'a apporté plein de choses. Ah, c'est super. Et donc voilà, pour revenir à ta question de base de comment est-ce que j'ai fait, bah, je me suis nourri un petit peu de tout ça. Et puis je me suis lancé. Et puis ma boîte du coup de CGP, c'est une SASU. D'accord. Ok. Ma boîte de marchand, c'est une SARL. Et j'ai une holding qui est au-dessus. Ok. Voilà. Déjà donc je suis déjà prêt. En fait, j'ai été prêt limite trop tôt. Tu t'es un peu anticipé avant de faire le chiffre, mais t'es tellement déter et t'as pas le temps, tu l'as dit, tu peux le redire, hein, mais c'est ce qu'il faut retenir dans cette interview. À un moment donné, quand t'as des objectifs, des grands objectifs, des ambitions, il faut y aller. Ouais. C'est quoi tes objectifs pour bon bah là, on va dire ça fait 8 mois, l'année, enfin tu vois au bout de 24 mois, tu vois, c'est quoi tes objectifs Bah, j'aimerais bien, du coup, si tu veux, me sécuriser, tu vois, la partie un peu salariale, sécuriser. T'avais dit, t'as 3 strates, toi. Voilà. T'as ta strate, le salaire, le deuxième, réinvestir, la troisième, la foncière. C'est ça. Donc, j'aimerais bien sécuriser 1 à 2 ans de salaire. Tu vois, dire au moins, là, je dors sereinement, j'ai ce truc-là. Pour ça, mon objectif, c'est de réussir à faire ça d'ici la fin de cette année-là. D'accord. Ça correspond à combien de marge un peu j'aimerais à la fin 2025 avoir 150 000 euros de marge. Okay. De plus de ce que des OP là, quoi. Ok, donc 150 000 euros de marge. Moi, de mémoire, je pense que 150 000 euros de marge, ça doit pouvoir te permettre de verser 3 000 euros par mois pendant 2 ans à peu près. Ouais, à peu près, on n'a pas de loin de ça. Ouais, c'est ça, par rapport aux frais de société, c'est à peu près ça, vous verrez, parce qu'on avait fait une vidéo déjà avec Sébastien, et je crois qu'on est entre 110 et 130 pour se verser 5 000 euros par mois, mais pendant 1 an. Ouais. Et du coup, bah, globalement, je pense qu'on doit être à 3 000 l'ordre d'idée, là, c'est ça. Ok, cool. Ouais. Donc 150 000 de marge, c'est l'ambition. C'est ça. Et puis ensuite, honnêtement, je me fixe pas de limite. Je me fixe pas de limite dans le... Enfin, je me vois pas me dire, bon bah c'est bon, j'avais fixé, je sais pas, 100 000, 200 000, peu importe. J'ai atteint, je m'arrête. Tu vois, pour l'instant, je suis un peu dans la période où j'y vais. J'y vais. Je sais qu'il y a un moment où je serai plus fatigué peut-être, ou un peu plus lassé et tout ça. Mais pour l'instant, je suis conscient que je suis un peu dans le boost, tu vois, et que ça me plaît. Et que, voilà. Donc, nos limites. Trop cool. Puis... voilà, j'ai aucun souci et c'est pareil à m'associer pour des plus gros projets. Tu vois, je vais m'associer par exemple avec toi ou avec un autre et tout ça qui est expérimenté. J'ai aucun problème à faire la petite main si tu veux. Au contraire, je sais qu'on y passe, il faut y passer, tu vois. Donc on a toujours la petite main de quelqu'un d'autre. C'est ça, oui, en plus, c'est vrai. Mais en fait, je suis conscient que le process il est comme ça, tu vois. De la même manière, j'ai passé quelques nuits blanches, tu vois, au mois de janvier, février, parce que c'était la première, parce que voilà. Mais j'étais aussi conscient de ça, tu vois. J'étais conscient que ça faisait partie du chemin. Ça fait partie du chemin et je disais à mon épouse, voilà, tu vois, là je suis pas bien, je stresse, mais c'est normal, c'est comme ça, c'est le chemin. Au moins j'y passe, après c'est bon, tu vois. Cool. Mais ouais, voilà, il n'y a pas de... De ce que j'entends, je vois ton sourire depuis tout à l'heure de parler de tout ça, tu regrettes pas de t'être lancé, pas du tout. Non, pas du tout. Quand tu revois ta vie d'avant, c'était cool avant, mais maintenant, ouais, tu non, kiffes. Ça n'a rien à voir. Même, tu vois, pour mes enfants. Parce que en tant que salarié, mes enfants c'était les premiers au périscolaire, le soir c'était les derniers. Et encore, pour que ce soit les derniers au périscolaire, moi je devais quitter tôt d'Amiens. Donc côté usine, tu vois, j'étais celui qui quittait un peu tôt. Côté de mes enfants, j'étais le papa qui arrivait le dernier. Donc tu vois, personne n'est content.
Et là, ça va mieux. Là, maintenant, voilà, il n'y a plus de périscolaire quasiment parce que je travaille de chez moi. Donc, je les prends et puis je vais rebosser. Et puis, je rebosse des fois à 21h quand ils sont couchés. Enfin, voilà. L'organisation sur ce confort-là, c'est clair. Ça n'a rien à voir, c'est clair. Par rapport à. Voilà, et ce côté. Où tu étais débutant, ça t'a gêné dans tes opérations tu te présentais comment, comme CGP, marchand, vite, investisseur? Alors, en fait, j'ai toujours... comment tu connais la réflexion en anglais qui dit fake it until you make it. Ouais. Tu vois. T'as fake it beaucoup? Ouais, j'ai fake it beaucoup. C'est bien. J'ai fake it beaucoup parce que voilà, au bout d'un moment, ça rassure les gens de savoir que t'en as fait. Alors moi j'ai pas fait beaucoup de locatifs à titre perso, j'en ai fait qu'un. Non, mais t'as fait pas mal de locatifs clés en main pour tes clients en fait. Voilà, mais au début de ce clé en main, je présentais le mien. Je présentais aussi ma RP parce qu'en fait ma RP, mine de rien, c'était pas le but, c'est pas le but initial, mais on a une plus-value latente de 200 000 euros. Okay, cool. Tu vois, par rapport aux travaux qu'on a fait et tout ça. Donc au début je parlais de ça. Et puis dès que le premier clé en main s'est fait, bam, je rajoutais celui-là, etc. Okay. Mais bon, au début t'as pas le choix. Hein. Il faut savoir se vendre. Je pense que tu te vends bien. C'est vrai? Ouais, je te le dis. Non, puis t'es convaincant et c'est dynamique et c'est important en fait. Mais t'as raison, il faut être capable de convaincre les gens. En fait, c'est une clé. C'est ça. Et puis t'as un métier qui est très commercial maintenant. Marchand de biens, on est commerçant de l'immobilier. CGP, on est commerçant de produits qui permettent aux gens de mieux anticiper et faire fructifier leur épargne. Donc finalement, il faut être convaincant et ça c'est hyper important. Oui, c'est clair. Et puis tu vois, je n'hésite pas non plus sur passer du temps avec les gens, donc avec des prospects, même si derrière, je sais que ça va pas forcément convertir maintenant, ça me gêne pas. Il y a typiquement, tu vois, il y a un voisin qui m'a appelé pour du conseil et tout ça parce que il voulait faire du locatif mais il connaissait rien du tout. J'ai passé 1h30 avec lui, j'ai expliqué plein de choses. Il m'a rappelé 2 semaines après. Je m'étais rendu compte qu'il avait beaucoup bossé sur ce que j'avais appris. Et donc j'étais content, tu vois. Et finalement, il m'a rappelé en me disant bah, écoute Christophe, je vais me lancer seul. D'accord, je te le dis, je me lance seul parce que j'ai envie d'essayer tout seul, parce que voilà, je lui dis mais écoute, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai pu t'aider à démarrer, voilà. C'est ça. Et peut-être qu'un jour il me recommandera, peut-être qu'un jour, faut pas avoir toujours derrière un retour par argent, parce que sinon ça ne sort plus, moi je pense. Non, et puis dans tous les cas, je pense que voilà, il y a une justice. Et il en parlera peut-être à un moment donné. Il l'aura dans la tête, dans un coin de la tête que tu l'as aidé. En fait, souvent on aide beaucoup les gens, on discute, les agents immobiliers dans notre métier, on discute avec eux. Ça, je pense que c'est plus comme ça c'est plus comme ça. C'est ça. Et puis il y a des gens que j'ai aidés, tu vois, il y a 6 mois qui m'ont rappelé maintenant en me disant bah, je suis prêt. Mais voilà, c'est ça. Ok, tu vois. Ben, voilà. Donc voilà, et puis non, ça me gêne pas. Et puis moi, j'ai aussi des gens qui m'ont tendu la main, quoi. J'ai aussi des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont expliqué, et ça leur a rien rapporté, tu vois, et c'est cool, heureusement. Enfin voilà, quoi. Donc, si tu devais parler là à quelqu'un qui hésite à se lancer, qui dit bah putain, j'aimerais bien me lancer, j'aimerais bien y aller, etc., mais j'hésite, etc., tu lui dirais quoi? En marchant? Ouais. Bah déjà, le premier truc, c'est que le marchand, moi j'adore ça, ok, mais je suis aussi conscient que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Tout le monde n'est pas fait de ce bois-là. Donc le premier point que je vous dirais, c'est renseigne-toi bien sur le métier déjà et sois sûr que c'est ce qui te plaira, tu sois prêt à résister à ce stress, à cette, enfin voilà. La seconde chose que je lui dirais, c'est forme-toi et fais-toi accompagner. Clairement, parce que moi, si jamais j'avais pas été accompagné, tu vois. J'aurais pas fait ces OP aussi vite, c'est pas possible parce que t'as peur au début, enfin forcément c'est normal, t'as besoin de validation, t'as besoin, j'imagine, enfin c'est même sûr que plus t'avances plus t'es rassuré parce que t'as de l'expérience, mais au début t'as besoin de quelqu'un pour t'aider et je sais qu'il y en a qui ont réussi parce que typiquement marchand tu peux le faire seul, hein. Enfin tu pourrais le faire seul et tout ça, on peut tout faire seul, mais pour moi le meilleur investissement à faire c'est d'intégrer un groupe comme le Cercle parce que non seulement déjà tu vas être formé sur des choses qui existent, sur la vraie vie quoi, pas une vidéo YouTube mais formé par des gens qui l'ont fait, qui ont des parcours tous différents mais à la fin tous enrichissants et ils vont t'accompagner pour tes OP quoi. Ils vont t'accompagner et puis tu vas aussi rencontrer des futurs associés et copains aussi quoi. Enfin je veux dire, et puis à la fin on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, et ben là tu agrandis ton cercle un petit peu d'amis, de contacts et tout ça et vraiment c'est hyper enrichissant quoi. Je pense que tu gagnes un temps fou. Tu gagnes beaucoup de temps. Je pense que tu gagnes un temps fou. Et on en parle souvent, c'est un processus très linéaire. Le marchand, la moindre petite coquille dans ton opération, elle peut te faire capoter l'opération. Tu en as parlé sur quelques anecdotes, sur les groupes Facebook, tu poses la question, etc. Tu as les réponses directes. Voilà. C'est une valeur. En fait, c'est difficile à s'en rendre compte, mais je pense que c'est une valeur très 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 importante et
pas inestimable, c'est toujours une valeur, mais une opération de plus ou pas qui se fait. Clairement. Sauf qu'en marchand, une opération, c'est 30, 50, 100 000 de marge. C'est ça. Ça fait la différence quand même. Oui, clairement. Et tu vois, cette personne, je lui dirais aussi, attention à ce qu'on peut te dire, à ce qu'on peut... Voilà. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai cette sensation, tu vois, quand une OP, je viens de terminer une OP, et que j'en parle, quand je la raconte, ça paraît facile. En réalité, tu sais, quand tu dis j'ai acheté, j'ai découpé, j'ai quand vendu. c'est terminé, c'est facile. Ah mais c'est bidon en fait. Déjà t'as gagné de l'argent, mais t'as rien fait quasiment, et puis c'était pas compliqué. Mais en fait, quand t'es dedans, ça n'a rien à voir, parce que la prise de risque que tu ressens au départ, que tu as au départ, quand tu le racontes derrière, forcément les gens la ressentent moins. Donc je lui dirais aussi à cette personne-là, fais attention, parce que ce qui peut te paraître facile, genre je revends, c'est pas si facile quoi. C'est pas si facile, et puis il y a des paramètres. Enfin voilà. Faut pas vendre du rêve aux gens. Non. C'est compliqué. L'articulation de tout ça, en fait, le résultat, c'est-à-dire j'ai acheté, même si je fais un flip, j'ai acheté ça, j'ai fait ça, mais c'est combien de clients j'ai vu, combien de biens j'ai vu qui n'ont pas donné. Exactement. Combien j'ai fait de temps de travail, comment j'ai trouvé mes clients, comment j'ai tout coordonné, articulé tout, pris le nombre de coups de téléphone, géré tous ces trucs-là. C'est ça qui rémunère. C'est clair. La gestion de ce projet, le pilotage le plus optimisé possible. Mais c'est vrai qu'on parle souvent du résultat. Bah oui, j'ai fait X en tant de temps. C'est ça. Donc du coup ça paraît facile. Mais ça l'est pas. Non, ça l'est pas. Bon, très clair. Je pense qu'on a fait un bon tour de tout ça. On a bien discuté. Merci d'avoir partagé ton parcours. Franchement, bravo, félicitations. Je pense que c'est une vraie réussite. Et je te souhaite de belles continuations de tout ça, de tes activités de marchand et de CGP en parallèle, que ça va continuer à grossir et que tu n'auras toujours pas le temps et que ça sera un bon signe. Si tu n'as pas le temps, c'est que tu es bien occupé. Et puis tu as l'air d'occuper de façon efficiente aussi ton activité. Ouais. Et ton planning, donc, bien sûr. Donc très cool de t'avoir encore avec nous pour des OP, pourquoi pas. Merci. Sur des prochains deals et des prochains club deals, on regardera ces dossiers-là. Carrément, pas de doute. Et puis peut-être tu veux partager ton cabinet de CGP, comment il s'appelle Ouais, pas de souci. Alors du coup, moi je suis articulé, donc j'ai les deux boîtes. J'ai la boîte de CGP qui s'appelle LT Patridiag. LT Patridiag, donc on mettra les informations sous la vidéo. Voilà, et puis ma boîte de marchand qui s'appelle LT Invest. Mais du coup, je communique plus avec LT Patridiag. D'accord. Parce qu'à la fin, c'est elle qui est avec le B2C, avec les clients. Voilà. Donc c'est LP Patridiag. LT Patridiag, je partage un petit peu sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Et puis voilà, j'ai un site web aussi. Ok. On mettra tout ça. www.ltpatridiag.com. Et puis voilà. Donc s'il y a des clients intéressés pour se faire accompagner, n'hésitez pas à contacter Christophe. Ouais, bien sûr. Ou une question simple. Ou des projets clés en main, tu fais plutôt par contre dans la région où tu exerces. Alors au début, tu vois, je m'accordais jusqu'à 2 heures autour de chez moi. Ouais. Parce que au début, et donc j'ai suivi 2 projets qui étaient assez loin de chez moi. Et t'as dit. Et là, en fait, au début, j'avais pas le choix. Mais finalement, tu vois, quand t'as 1h30 de route, mais que tu vas faire un suivi de chantier, ça te prend une journée. En réalité, tu vois, parce que tu manges là-bas, voilà. Et là maintenant, du coup, que j'ai un peu plus le choix, parce que je suis moins pris à la gorge entre guillemets. Maintenant, je reste sur l'Oise. Ok. Donc un projet dans l'Oise, vous pourrez le contacter aussi, et ça sera cool. Voilà. Top, merci beaucoup. Merci à toi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et à tous, à Christophe aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche, les notifications. Vous retrouverez plein d'interviews de nos membres, de marchands de biens expérimentés, de partenaires avec qui on a l'habitude de travailler, des visites d'opérations. D'ailleurs, on viendra voir tes opérations. On tournera ça et puis on publiera les vidéos de nos marchands célèbres et qui réussissent de belles opérations. J'espère qu'on aura plein. Si cette vidéo vous a plu, repartagez-la également. Puis si vous voulez mettre un peu de force à Christophe, vous mettez un commentaire et puis ça fera plaisir. À très bientôt. Merci. Salut. Ciao.